Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Génération d'idées, votre nouveau rendez-vous mensuel sur Public Sénat qui va donner la parole, une fois n'est pas coutume, aux jeunes sur les grands débats du XXIe siècle. Et le premier d'entre eux est au cœur de l'actualité. La France est-elle toujours une terre d'accueil? La question, évidemment, est posée avec l'afflux massif de migrants en Europe. Pour en parler, nous avons invité Françoise Sivignon, bonjour. Bonjour. La présidente de Médecins du Monde. Il y aura face à vous, et c'est le principe de l'émission, 4 jeunes intervenants. Dans un premier temps, Azita Maria Cherib, elle est étudiante allemande à Sciences Po, avec Massoud Afroul, qui est réfugié afghan, mais qui est aujourd'hui salarié à Paris dans la grande distribution. Et dans un deuxième temps, nous aurons Malvina Hamoun de l'association Les Jeunes Européens, qui est pro-Schengen, pour la faire courte, et Maxime Duvauchel, président du syndicat étudiant La Cocarde, ainsi que nos 2 experts que vous retrouverez dans chaque émission. Mathias Léridon de Tilder, qui est l'un des leaders européens du Conseil en communication, et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne, l'un des tout premiers think tanks, cercles de réflexion en France. Alors je me tourne vers vous, François Sivignon. Médecins du Monde, faut-il le rappeler, est une ONG, une organisation non gouvernementale qui est en première ligne aussi bien en Syrie, au cœur de la guerre, que dans la jungle de Calais. Oui, vous faites bien de rappeler qu'on est présent sur tout le parcours migratoire de ces personnes, donc aussi bien en Syrie, là où ces hommes, ces femmes et ces enfants font face au drame de la guerre et de ce conflit qui dure depuis bientôt 5 ans. Et jusqu'à Calais, où effectivement on essaye de les prendre en charge au moment où ils se trouvent là, vraiment dans une espèce de fin d'entonnoir à Calais, où ils viennent en attente d'une vie meilleure. Pour bien comprendre ce que fait Médecins du Monde, alors il y a d'abord l'accompagnement, aidez-moi, des migrants, quasiment du départ jusqu'à la fin. Absolument. Nous, on est présents avec des partenaires en Syrie, donc c'est déjà des personnes qu'on connaît d'une façon ou d'une autre au moment où ils sont confrontés à ce contexte de vie extrêmement difficile et qui ne fait que se complexifier et que de plus en plus violent. Je crois qu'il faut vraiment insister sur cette violence extrême qui pousse les gens, pour des questions de survie, à quitter leur pays. Alors on les reçoit en proximité dans les pays voisins, en Jordanie, au Liban et en Turquie, en sachant que leur désir, c'est aussi de rester au plus proche de leur pays. Je crois que c'est quelque chose qu'ils nous répètent très souvent. Et la nouveauté pour Médecins du Monde, c'est d'être très présent sur nos territoires, sur le sol français. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est du moins récent. Et on peut pointer ça. C'est la première fois dans l'histoire de Médecins du Monde, il y a plus de 30 ans maintenant, qu'on met en place des activités d'urgence sur un territoire en France. On ne l'a jamais fait. On est présent sur tout le territoire français, dans des centres d'accueil, dans des unités mobiles, mais développer une réponse d'urgence humanitaire sur le territoire français, c'est effectivement la première fois. Alors François Sivignon, vous êtes radiologue de profession, vous êtes médecin donc, vous travaillez pour Médecins du Monde depuis 13 ans. Depuis 2002. 2002, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter une situation confortable de médecin pour aller vers une ONG dans une situation aussi compliquée d'ailleurs? Alors, c'est un parcours long en fait. Je suis rentrée par Médecins du Monde après un parcours associatif autour de l'association de lutte contre le sida. Donc la personne m'intéresse, la façon dont elle s'inscrit dans son contexte, la façon dont on peut accompagner les personnes aussi bien sur le plan médical qu'à travers des associations avec des convictions profondes autour de ça. Parce que votre parole est assez libre, vous avez des sortes d'indignation permanentes, nécessaires. On verra bien tout à l'heure avec l'émission. Vous dénoncez régulièrement l'inaction des pouvoirs publics. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est particulièrement Calais. Calais nous tient à cœur, et c'est vrai que sur toutes nos activités, mais à Calais en particulier, c'est ça qui est au devant de l'actualité en ce moment. On soigne, on témoigne, on fait parler les personnes. Ça, je crois que la parole est donnée aux usagers de nos programmes. Et on dénonce, et au-delà, on essaye de faire changer les normes, les pratiques et les lois. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire à Calais. On va en reparler tout à l'heure. Alors, avant d'aborder la première partie de Génération d'idées, voici ce sujet proposé par Public Sénat sur les migrants qui arrivent sur l'île grecque de Lesbos. Un reportage signé Faustine de Saint-Géniès. À tout de suite. Une mer agitée et des vents violents. La côte turque n'est qu'à quelques kilomètres. Mais aucun migrant ne devrait tenter la traversée aujourd'hui. Trop dangereux. Pourtant, c'est ici, sur l'île de Lesbos, que sont arrivées 500 000 personnes l'année dernière, la moitié des réfugiés qui entrent en Europe.
Ici, vous avez plus de 500 moteurs et chaque jour, on en reçoit d'autres. Ce garde-côte réceptionne les rafios à la dérive dans les eaux territoriales grecques. Jusqu'à 50 personnes s'entassent sur des zodiacs comme celui-ci. Parfois, les réfugiés eux-mêmes sabordent les moteurs. Vous voyez ici, il y a des fils électriques coupés. Une fois les migrants secourus, ils sont conduits au camp de Moria, le premier hotspot à quelques kilomètres de Mytilène, la capitale de Lesbos. Ici, ils sont enregistrés dans les fichiers européens par les employés de l'agence Frontex. Mais depuis quelques mois, ces volontaires de Médecins du Monde accueillent de nouveaux profils de migrants. Depuis juin, on a vu arriver des familles avec des gens de tous les âges, du nouveau-né de 3 mois au vieillard de 105 ans. Ce jour-là, le camp est presque vide à cause du mauvais temps et des négociations en cours en Europe. Mais face à l'afflux de migrants, la Grèce a ouvert 3 autres hotspots. Seulement le contrôle de l'identité reste insuffisant. La Grèce est dans le collimateur de Bruxelles qui menace de l'exclure de l'espace Schengen. Inutile et inefficace, juge le maire de Mytilène. Pour lui, c'est un problème de coordination européenne. Notre île a prouvé son efficacité dans l'action. Pensez donc, l'an dernier, en 4 mois, plus de 500 000 personnes sont passées sur cette île qui n'est qu'un tout petit point de la carte. Cela aurait mérité un petit mot de sympathie ou de reconnaissance. Et dans le même temps, des pays, pas une île, mais des pays entiers, ferment leurs frontières face à 1000 ou 1500 réfugiés. En attendant, les autorités grecques ont accepté la semaine dernière le déploiement de navires de l'OTAN dans la mer Égée. Une première. Voilà pour ce reportage sur l'île de Lesbos. Vous y êtes, hein, Médecins du Monde, il me semble. On y est absolument. Hein, et en particulier notre réseau européen, là, c'est Médecins du Monde Grèce qui œuvre et qui déploie ses activités, mais on est en support, effectivement. La mer Égée, qui est une des nouvelles routes de la migration. Oui, pas si nouvelle que ça, je dirais, mais enfin qui est massivement empruntée et tragiquement empruntée. Alors, nous avons nos 3 premières personnalités sur ce plateau. Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. Tilder. Et à vos côtés, on va faire la présentation rapide. Hein. Azita Maria Cherib, je commence par vous. Vous êtes une citoyenne allemande. Vous êtes âgée, j'ai le droit de dire votre âge, oui, de 25 ans, avec une origine iranienne, vous y tenez. Bon. Et vous êtes étudiante, allez-y, vous avez fait un master de droit de l'homme et humanitaire. Vous y êtes d'ailleurs à Sciences Po. Oui, exactement. Et vous avez une expérience de terrain. Oui. Vous comme êtes je aussi... suis... Oui. Oui, comme je suis aussi iranienne, j'ai fait mes études à Téhéran pendant 1 an. Donc j'ai aussi vu les camps de réfugiés en Iran. En Iran, ce sont surtout les Afghans qui sont échappés de leur pays. Après, j'ai vécu à Istanbul pour faire mes études là-bas. Et à Istanbul, on a vu le flux migratoire des Syriens surtout. Alors, vous servez d'interprète également exactement. pour des En ce opérations moment, de terrain. je travaille pour un des Länder, Baden-Württemberg, et j'ai fait des traductions surtout pour les Afghans. On y reviendra. Et vous, Massoud, alors vous êtes réfugié afghan en France depuis 10 juillet 2010. 2010, donc depuis bientôt 6 ans. Exactement. Vous avez fui les talibans, vous êtes âgé de 28 ans, vous êtes encore... Actuellement, j'ai 28 ans. Et vous travaillez dans la grande distribution à Paris. Oui. Donc vous avez, vous, de votre point de vue, hein, réussi votre intégration. Oui, il suffit de donner des moyens. C'est un pays de réussite. Tout le monde, leur chance. Vous avez donc appris le français? Ici, auparavant, j'ai parlé pas du tout le français, même pas 2 mots. C'est super. Je vous promets qu'on va vous écouter avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Ça marche. Bon, Mathias Léridon, il n'y a jamais eu autant de migrants en France, en Europe, depuis 60 ans, c'est ça? Oui, même dans le monde, François Sévignon, il y a un organisme international, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui depuis des dizaines d'années comptabilise les réfugiés dans le monde. En 2005, il y avait près de 20 millions de réfugiés dans le monde. 10 ans plus tard, en 2015, on en est à 53 millions. On a 14 conflits qui sont aujourd'hui dans le monde. Il y en a 8 en Afrique, 3 au Moyen-Orient, 1 en Europe avec l'Ukraine, 3 en Asie. Est-ce que ça change le travail des équipes de Médecins du Monde, cet afflux massif de réfugiés qui fuient les guerres dans leur pays? Est-ce que le travail des équipes sur le terrain a changé?
Clairement, en fait, cette montée en puissance des conflits et des phénomènes migratoires qui ne sont pas près de cesser. On parle de migration un peu circulaire, il y a beaucoup de migration sud-sud et il y a d'autres migrations plus au nord. Ça a absolument changé nos modes opératoires et notre réponse. Et je dirais surtout notre coordination tout le long des parcours migratoires avec des ONG locales, mais aussi les bénéficiaires et les usagers de nos programmes. On travaille vraiment en collaboration avec toutes ces personnes pour donner une réponse la plus cohérente et la plus adéquate possible. Mais ça a changé en termes d'équipement, de réponse. Et c'est pas anodin de dire que certes on soigne. Les gens qui bougent sont souvent des gens qui sont pour des questions physiques, je dirais, en plutôt bonne santé. Ils ont énormément de problèmes de santé mentale. Sur les troubles psychologiques sont extrêmement forts, de par souvent leur pays d'origine, où ils ont été soumis qui à la torture ou qui à des situations de vie très compliquées. Mais le parcours migratoire aggrave ces troubles en santé mentale. Et donc on répond aussi à ces troubles en santé mentale. Et là encore, tout le long du parcours, et notamment à Calais aussi. Oui, Azita, vous, de votre expérience de terrain, quand vous accompagnez parfois des migrants, vous sentez cette diversité, cette pression aussi sur le terrain? Exactement, exactement. Moi, j'ai traduit aussi pour les Afghans qui ont justement besoin de ce soutien psychologique, donc pour les psychothérapies. Et je crois que surtout dans les médias, on oublie souvent que derrière ce flux migratoire, il y a des personnes. Il y a des vraies personnes. Et nous, en Allemagne, on envisage 1 million de personnes. Et c'est des personnes, c'est pas qu'un chiffre. Ouais. Mais moi, je voudrais juste poser une question, François Vignon. Comment on fait, avec le témoignage d'Azita, comment on fait pour prendre en charge psychologiquement des personnes qui arrivent et qui ne parlent pas la langue du pays d'accueil? C'est la parole, en général, qui est le lien, justement, de reconstruction. C'est la ça parole. passe par des traducteurs? Oui, ça passe beaucoup par des traducteurs. C'est la parole, c'est aussi la façon d'accueillir les personnes, de les soutenir. Il y a aussi des gestes de soutien et d'accompagnement qui sont extrêmement importants, mais il y a beaucoup, on se sert énormément d'interprètes, bien sûr, sur tout le long du trajet. Ouais. Et puis souvent, enfin, les gens, par exemple, les Syriens parlent anglais, donc en fait, on a aussi parfois une langue commune qui est plus facile. Peut-être on pourrait demander, François Sivignon, à Massoud son témoignage. Oui. Vous êtes parti d'Afghanistan. Oui. Et vous avez suivi le Pakistan, Iran, l'Iran, Turquie, ouais. Grec, et jusqu'en France. À quel moment est-ce que vous êtes pris en main? Est-ce qu'on vous vient en aide? Et à quel moment vous avez senti que ça allait un petit peu mieux quand même? Dès que j'ai commencé d'avoir espoir, quand je suis arrivé en Italie. En Italie? Oui. Et je voudrais aussi... Quel endroit? Jusqu'à Rome, parce que j'ai acheté 2 billets pour venir à Paris. Les policiers italiens ont pris mes billets, ont déchiré, et on ne m'a pas donné la chance de venir directement à Paris. Finalement, 3e fois, j'ai tenté ma chance pour aller à Marseille. Donc, j'ai réussi. Vous êtes monté dans le train, vous avez... J'ai la première fois de ma vie que j'ai pris le train. Oui. Et quand je suis arrivé à Marseille, c'est vrai, j'étais totalement un peu désemparé aussi. Et finalement, 2 heures après, j'ai essayé d'acheter un autre billet pour venir à Paris. Et ça a bien marché, j'ai pas eu le problème, ça allait trop bien, je me suis bien senti accueilli. Oui, François Sivignon. Je voudrais vous poser une question. Combien de temps a duré votre trajet, en fait? Et puis la deuxième question, comment avez-vous été informé de vos droits, somme toute, quand vous êtes arrivé sur le territoire français? En tant qu'en Afghan, on ne savait pas qu'on a beaucoup de droits en France. Et surtout, nous étions 3 frères. Et ça nous a pris plus que 4 mois. Et nous sommes tardés beaucoup de temps en Turquie. Sinon, après Turquie, ça allait un peu vite. François Sivignon, sur juste les pays d'accueil. Parce qu'il y a un classement dans le monde. Mais l'Europe, c'est l'Eldorado, en fait, c'est ça? Oui, il y a les 10 grands pays qui sont ceux qui accueillent le plus de migrants, ou en tout cas qui ont vocation, qui sont les plus attractifs pour les migrants. Dans ces 10 grands pays, le premier, c'est les États-Unis. On a 4 pays européens. Dans l'ordre, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. L'Espagne qui peut paraître surprenante, avec un taux de chômage de 21%, une économie qui n'est peut-être pas très, très florissante. Moi, je voudrais vous poser une question qui est une question pour François Sivignon, mais aussi pour Massoud. Quand on quitte son pays, parce qu'il y a la guerre dans son pays,
est-ce qu'on choisit l'endroit où on veut aller ou est-ce qu'on va là où on peut? Est-ce qu'on va où on veut ou est-ce qu'on va là où on peut? Je laisserai volontiers monsieur répondre avant moi. Je pense que c'est important d'avoir d'abord peut-être un témoignage. Puis on va demander le témoignage de Massoud, ensuite, allez-y, allez-y. Je pense que, outre les classements, les gens, quand même, les personnes qui migrent ont certaines informations sur leur pays de destination. Alors, où c'est la famille qui les attend, pour certains. Donc ça fait dans le cadre d'un regroupement familial ou des amis. Donc il y a des communautés qui les attendent. Et on voit bien ça à Calais, où même à Calais, je dirais, les communautés se regroupent en fonction des pays d'origine. Des Afghans, des Syriens, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je pense qu'à travers les outils disponibles maintenant, ils ont des informations sur les pays d'accueil, quelque part. Ils se disent, tiens, dans tel territoire, c'est pas par hasard que l'Allemagne a recueilli quand même, et a accueilli quelque part, pour l'instant, dans la mesure qu'on connaît, une grande majorité des réfugiés. Les réseaux sociaux jouent un rôle? Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle, parce qu'en fait, quand on va à Lesbos, on voit bien que ce qui lie, l'instrument principal, leur survie, c'est le téléphone portable. Donc ça joue certainement un rôle. Mais pourquoi, juste un mot, attendez, je vous donne la parole dans une seconde. Massoud, pourquoi la France à l'origine? Vous êtes en Afghanistan, vous vous êtes dit, je vais en France? C'est une très bonne question. Non, jamais. Et dès que nous sommes arrivés en Europe, rentrés, et puis en passant le CPE, et je me suis senti mieux accueillir, et bienveillance de Français m'a donné... Donc c'est en arrivant en Europe que vous avez fait le choix de la France postérieurement? Non, mais jusqu'en entrée en France, parce qu'après on a l'impression que de mieux sentir, et si c'est vrai, bienveillance, je me suis bien senti, j'ai eu que beaucoup de chances de réussite, et j'ai choisi la France. Vous avez fait le bon choix. Azita. Merci. Moi, j'aimerais bien quand même insister que les réseaux sociaux sont extrêmement importants parce que c'est surtout les jeunes qui viennent. On ne parle pas des personnes âgées. Le pourcentage des réfugiés qui viennent en Europe, ce sont surtout les jeunes. Donc tout le monde a Twitter, Facebook, les médias internationaux. Et il faut voir que les photos que la Hongrie, par exemple, produit, c'est un peu un jeu. Comment est-ce que je me présente d'une façon plus mauvaise que d'autres pays? Donc les seules photos... Vraiment, les belles photos qu'on a vues, c'est des photos allemandes. Ça se joue sur les réseaux sociaux avec les téléphones portables. Oui, allez-y, François. Non, simplement, certes, oui, il y a des gens jeunes, mais il faut surtout insister maintenant sur le fait qu'il y a beaucoup d'enfants, de mineurs isolés, de femmes qui migrent. Et ça, c'est nouveau quand même dans le... C'est un nouveau phénomène. Ah oui, c'est un nouveau phénomène, parce que, bien évidemment, les enfants et les femmes prennent des risques bien supérieurs à des hommes jeunes. Mathias Léridon, la France n'est pas dans le wagon de tête des pays d'accueil des migrants en Europe? Non, la France n'est pas dans le pays d'accueil des wagons de tête, mais la France a quand même vécu dans le passé un certain nombre de vagues migratoires. Je regardais les chiffres. En 1931, il y avait 800 000 migrants italiens en France. En 2016, on a 4 millions de Français qui sont d'origine italienne. Il y a eu les vagues de migration en 1939, des Espagnols qui fuyaient le régime franquiste. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces phénomènes de migration sont des phénomènes qui sont un peu plus éloignés géographiquement. Alors on parlait des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont finalement un réseau mondialisé de dialogue, mais est-ce que vous avez l'impression, François Sévignon, que l'éloignement culturel, et c'est quand même un débat en France, l'éloignement culturel crée des problématiques nouvelles face à l'accueil de ces migrants? Même si les phénomènes migratoires ne sont pas comparables, en l'état il y a eu aussi l'immigration d'Asie du Sud-Est, etc., je pense que c'est une question de discours politique aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai peu entendu nos politiques avoir un discours d'ouverture, un discours un peu ambitieux et solidaire pour ces personnes. Je pense que, enfin, la perception que ces personnes ont aussi, c'est que la France n'est plus une terre d'accueil. Enfin, on n'a pas eu un discours politique d'ouverture et de proposition d'accueil et de protection digne de ce nom. Et c'est pour ça que les personnes aussi ne restent pas. Je pense qu'en l'état, l'Allemagne, évidemment, a joué son rôle, à plein régime, je dirais, mais à aucun moment, et encore moins maintenant, on a reçu de signaux politiques positifs dans ce sens-là. Le discours politique n'est pas à la hauteur, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est parce que ça se dit partout, hein, on entend dire ça souvent, que l'immigration jadis, venue, Mathias Léridon l'évoquait en chiffres, venue de l'Italie, venue de l'Espagne, pour des raisons également de politique ou de guerre, il y avait aussi de l'immigration économique, est-ce que cette immigration-là était plus facile, culturellement, religieusement? Non, je pense que ça n'est pas plus facile. En plus, nous, Médecins du Monde, on est vraiment pour une évidemment non-discrimination des personnes et un non-tri des personnes. J'irai même plus loin, par rapport aux personnes qui migrent, elles ont chacune de bonnes raisons de migrer.
pour des raisons liées au conflit, où les pays d'où elles viennent sont en conflit, pour des raisons de très grande pauvreté aussi. Des Érythréens qui bougent, enfin, je veux dire, et il y a un moment où il n'y a pas eu d'anticipation de cet afflux migratoire, il n'y a eu aucune anticipation. La Syrie, ça date de 5 ans. Et donc, on se retrouve avec une situation qui est effectivement crispée et bloquée parce que nos politiques, encore une fois, n'ont pas mis en place une réponse adéquate. Ça fait partie d'un discours politique et d'une action politique de mettre en place les choses quand elles doivent être mises en place. Ce que je pense qui est très important, c'est il faut parler des deux choses. Premièrement, il faut accueillir les gens, mais deuxièmement, il faut les intégrer. Et je vois ce phénomène en France que l'État français ne les accueille pas bien du tout. On n'a pas assez de logements. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut... C'est pas ce que disait Massoud, hein, qui lui s'est senti bien accueilli. Oui, mais en ces moments, vis-à-vis des chiffres... lui, il est venu en 2010, mais on est en 2015-2016, donc les chiffres ne sont plus les mêmes. Et il faut dire qu'il est extrêmement important d'intégrer les gens. Mais comment est-ce qu'on peut agir comme association ou comme ONG, comme les Médecins du Monde, s'il n'y a même pas de logement? Avant tout, il faut que l'État donne des logements ou des papiers et après, les associations peuvent s'en occuper parce qu'on ne peut pas arriver à faire des cours de langue, à les intégrer au sport, aux différentes activités. Vous sentez au sein de Médecins du Monde, c'est devenu plus difficile de faire son travail d'accueil en France qu'il y a 10 ans, par exemple? Les discours se crispent, ça ne nous a pas échappé, sur les questions migratoires. De ce fait, nous, on travaille avec des personnes migrantes dans nos centres d'accueil de soins et d'orientation, qui s'appellent des CASO, depuis des années, avec 95% de personnes d'origine étrangère. Jusqu'à récemment, je dirais, avec des discours moins crispés, plus d'ouverture, c'était plus facile de porter notre discours. On s'aperçoit que notre discours est de plus en plus difficile à faire passer. On est de moins en moins... La question d'opinion, je voudrais juste entendre la réaction de Massoud qui avait envie de Je ne suis pas tout à fait commenter. d'accord avec vous, car la France accueille comme il faut. La France, elle pense de qualité, pas de quantité. C'est vrai, en 2015, l'Allemagne a accueilli 1,1 million et la France a accueilli même pas 80 millions, 1000. Et le logement, c'est pas un problème seulement pour les réfugiés ou pour les migrants. Même les Français, ils se trouvent en face de ce problème-là. Ça va régler avec le temps. Mais sinon, je vois que les Français, les peuples français, ils sont prêts à accueillir et l'État ne met pas en place beaucoup de dispositions. C'est justement ce que j'ai dit. Il faut juste regarder dans le 18e arrondissement. On avait les exemples à La Chapelle. Il y avait des centaines et tonnes de réfugiés là-bas. Après, c'était à la mairie du 18e arrondissement. Donc, on les voit aussi à Paris. Nous verrons dans la deuxième partie tout ce qui est impact économique et sur les pays européens. Mais il y a peut-être aussi un phénomène de crise. Il y a un phénomène de crise. Moi, je voudrais juste vous poser une question, Françoise Vignon, ce que dit Massoud. C'est vrai que quand on est sur le terrain, pour parler vraiment franchement, les Français sont plutôt généreux et c'est le discours politique qui est en arrière? Ou est-ce que les Français sont à l'identique du discours politique? Je pense que les Français sont plutôt généreux. Et ce qui doit changer quand même, c'est l'image qu'on donne des personnes qui migrent. Se focaliser sur leur capacité d'agir, la capacité d'être dans un territoire qui leur est initialement inconnu, ce qui n'est pas facile, plutôt que de se cristalliser sur des actes de violence. Vous voyez, il faut faire bouger un peu le curseur, sinon on ne va pas y arriver. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi, l'image des personnes qui migrent. Quand vous dites qu'il faut, c'est que vous mettez qui en accusation? Les politiques, peut-être les médias? Les politiques dans leur crispation, on va dire, sémantique. Hein, et puis, enfin, on assiste quand même à une escalade verbale qui est juste... entre Madame Le Pen qui parle d'immigration, d'éradiquer les migrations bactériennes, et un élu belge qui parle qui dit qu'il faut arrêter de nourrir les migrants. Enfin, on est dans une escalade politique, pour vous, c'est radicalisé. Mais bien sûr, et ça participe à... Ça, c'est dans la question de l'opinion, justement. Oui, c'est une question qui fâche, hein, mais c'est une question qu'il faut poser. Il y a eu un sondage Atlantico qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est paru en septembre de l'année dernière, qui disait que 56% des Français étaient convaincus qu'il y avait des terroristes qui se cachaient parmi les migrants. Vous en pensez quoi de cette opinion des Français? Écoutez, les événements récents nous ont montré qu'on pouvait vivre depuis un certain temps sur le territoire français, faire des allers-retours et être
être à l'origine d'actes terroristes. Je ne pense pas qu'on ne pourra pas effectivement filtrer tout le monde aux frontières, et ce n'est pas nécessaire, mais c'est pas la peine d'être un réfugié pour être un terroriste. Je veux dire, l'assimilation entre les deux conditions est juste insoutenable, parce que les exemples récents le démontrent. On connaissait que la présence de 2 terroristes parmi ceux du 13 novembre, qui sont venus par les filières migratoires, ne plaide pas en votre faveur. Vous imaginez bien qu'il y a aussi des terroristes qui ont été élevés en France, qui ont bénéficié de l'éducation en France, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une non-question, parce que de fait, filtrer 2 ou 3 personnes de plus, la question ne se pose pas en ces termes, à mon avis. Mais, les Français ne doivent pas jeter le bébé avec l'eau de bain, parce qu'il y a 2 terroristes se filtrer au milieu de ces réfugiés-là. Parce que la France devrait encore montrer qu'ils sont accueillis. Il y a le droit de l'homme qui fonctionne bien. Ils sont plus forts contre les terroristes. Ça ne les empêche pas d'accueillir, d'avancer, de rester sur la même ligne. J'aimerais bien ajouter une chose. C'est que moi, j'ai l'impression que l'État français cherche un peu des excuses pour ne pas accueillir les réfugiés. Ça veut dire le taux de chômage entre les jeunes qui est haut. On ne peut pas comparer la situation économique allemande avec la situation en France. Mais deuxièmement, il faut insister qu'il y a un droit international. Et on parle d'une déclaration de l'homme, déclaration universelle, pas une déclaration française. Je pense que ce qui fait que la situation est crispée, outre le fait qu'elle n'a pas été anticipée, c'est encore un point crucial, parce qu'il va falloir anticiper ce qui va se passer maintenant et dans les années à venir. Il y a le fait qu'on est encore sur des solutions à court terme, qui sont certes urgentes à mettre en place. Après, il faut que nos politiques, et tous ensemble, collectivement, on réfléchisse au moyen et long terme. Comment intégrer les personnes, ça s'élabore, c'est de la politique qui s'élabore sur plusieurs années. Et là, on n'y est pas encore. On est sur de la crispation, en fonction des capacités d'accueil des pays, en fonction des désirs des personnes de s'intégrer dans tel ou tel pays. On trouvera une réponse collective. Maîtresse Léridon, sur les questions de l'opinion publique, peut-être, encore un mot Oui, parce qu'il y a la crispation politique, mais il faut regarder aussi ce que les peuples européens pensent de ces phénomènes migratoires. Il y a un sondage très intéressant qui a été fait il y a quelques mois par la fondation Bertelsmann, on en a parlé il y a quelques jours en France, qui montre que près de 80% des Français sont d'accord, des Européens sont d'accord pour qu'on répartisse les réfugiés dans les différents pays européens. Ils sont 87%, les Européens, à penser qu'il faut sécuriser les frontières européennes. Et puis, ils sont 80% à penser qu'à l'intérieur de ces frontières européennes, il faut continuer à avoir une libre circulation. On parlait tout à l'heure dans le reportage qui introduisait cette émission des hotspots. Vous êtes pour une sécurisation des frontières européennes, des hotspots aux frontières où on masse les réfugiés, comme on peut le voir parfois dans certains pays africains, ou est-ce qu'il faut organiser un flux qui soit un flux beaucoup plus naturel entre les différents pays? On est absolument pour une organisation de ces personnes qui migrent à travers des voies légales et sécurisées d'accès. L'Europe est attractive, elle le restera. C'est pas en montant des frontières, en montant des barrières qu'on va résoudre cette question. Nous, ce qu'on attend d'un continent qui est perçu comme riche et qui de fait est riche, c'est un plan ambitieux, encore une fois, de relocalisation de ces personnes. Comme ça a été mis sur le papier, on n'y est pas, même 160 000 personnes, de quoi parle-t-on? On est loin des chiffres réels, des personnes qui ont atteint le territoire européen. Donc, on est à l'arrêt, la politique nationale et européenne est complètement à l'arrêt en ce moment. Et je veux dire, si tous ensemble, et nos politiques en particulier, ne commencent pas à penser à qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes, on ne peut pas les laisser aux frontières. Oui. Tout est affaire de, je vous coupe, tout est affaire de perception. Vous dites perçu comme pays riche par ce qui arrive, mais ceux qui y vivent ne sont plus vraiment du même avis. Nous traversons quand même une crise qui dure, avec une courbe du chômage qui ne s'inverse pas. D'où les crispations et une opinion extrêmement hostile. Qu'est-ce qui se passe si on ferme les frontières? Qu'est-ce qui se passe? On laisse les enfants et les femmes, les hommes, on les laisse mourir dans la Méditerranée. Non, je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, j'essaie de comprendre. Oui, mais combien des photos de Petty Island sur les côtés, combien de ces photos est-ce qu'il nous faut pour comprendre que les personnes sont déjà sur la route? C'est pas l'Allemagne qui les a invités ou c'est pas un phénomène qui se produit à cause du discours de Merkel. Les personnes sont déjà 53 millions que vous avez cité.
Ils sont là. Je pense qu'il y a deux volets sur lesquels on peut agir, notamment vis-à-vis de l'opinion publique. C'est de dire, il y a quand même des exemples dans l'histoire d'intégration réussie, massive, hein, des milliers de personnes. Il y a aussi des histoires d'intégration réussie au Sud. Hein. La plupart des migrations se passent dans les pays du Sud. Et ensuite, en dehors de ce travail, qui est encore du travail pédagogique, qui est compliqué, etc., mais il va bien falloir y arriver en changeant de discours collectivement. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur les pays frontaliers des conflits. Hein. Je pense au Liban, en Turquie et Jordanie, excusez-moi, où là aussi, les personnes ont besoin de rester en proximité de leur pays d'origine. Et donc là, il y a tout un travail à faire qui est en train d'être élaboré d'ailleurs. Alors pour conclure cette première partie, Mathias Léridon, parce qu'il faut conclure, il reste une minute, est-ce que nous sommes face à un tsunami migratoire? Oui, moi je voudrais justement ce que vous disiez, l'intégration réussie. Est-ce que Françoise Yvignon, vous n'avez pas l'impression que finalement ces débats qu'on a aujourd'hui, qui crispent la parole politique, les positions politiques, est-ce que finalement ça n'est pas complètement décalé par rapport à ce qui se présente devant nous, en termes d'enjeux européens? Je regardais les taux. Hein. Le taux de natalité de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, on est aux alentours de 10, 12, 8 naissances pour 1000 habitants. En Afrique, sur le continent africain, on est à 34 naissances pour 1000 habitants. Et en 2050, l'Afrique aura 2,4 milliards d'habitants, lorsque l'Europe n'en aura que 750. Est-ce que finalement, on n'est pas à la veille d'un tsunami migratoire sur l'Europe? Allez, répondez, c'est la conclusion de la première Oui, je ne sais pas si on est à la veille d'un tsunami migratoire. Il y a déjà des questions urgentes à régler, encore une fois. Je pense que c'est cette réponse-là qui est urgente à régler dans l'immédiat, dans les mois qui viennent, et certainement pas en termes d'années. Et après, un plan global qui inclut donc l'Europe, mais aussi tout ce qui concerne de l'aide, de l'appui aux pays en périphérie des conflits. Voilà, merci à vous trois, hein, Mathias Léridon, Azita Maria Cherib, très engagés. Hein, et à vous, merci Massoud Affoul pour votre témoignage. Vous êtes un exemple d'intégration particulièrement réussi. Grâce à une association elle s'appelle Pierre Claver, qui est prêt de bien enseigner et surtout la présenter la valeur de français. Voilà. C'est dit. Merci. Bonne intervention. Vous allez céder votre place pour la deuxième partie de cette émission qui va s'attacher, allez, on va dire, aux conséquences économiques, politiques de ce phénomène migratoire. Voilà, c'est magique, hein, de nouveaux visages sur le plateau de Génération d'idées. Bonjour Laurent Bigorgne. Bonjour. De l'Institut Montaigne. J'espère que vous êtes au point avec toutes vos données précises. Vous me surprenez à chaque fois. On va essayer. Alors, à vos côtés, Malvina Amoun. Bonjour, bienvenue. Je vous présente, hein, vous êtes membre des Jeunes Européens. C'est une association qui œuvre en faveur de la construction d'une Europe fédérale, c'est ça? Vous êtes très européiste, grosso modo. Voilà. Fédérale et démocratique, précise. Alors vous avez 26 ans. C'est ça. Vous sortez des études, hein, vous êtes diplômée. Voilà, j'ai été diplômée au mois de décembre de Sciences Po Strasbourg. D'accord, Sciences Po Strasbourg, très bien. Vous êtes versée sur les études européennes, internationales. Tout à fait. Vous rêvez quoi, de Quai d'Orsay? Entre autres, ou de la fonction publique européenne, pourquoi pas. On lance un appel au passage, hein, profitons-en. Et vous militez pour l'ouverture, c'est ce que vous m'avez expliqué avant de commencer cette émission, pour la préparer, de centres d'accueil de l'Union, c'est ça? C'est ça. Nous, en réalité, on est une association très ouverte sur l'Europe. On a pas mal de sections un peu partout en Europe et on est totalement pour l'espace Schengen parce que la libre circulation est un principe fondamental pour nous. Et alors, ça ne veut pas dire que, justement, on est pour l'espace Schengen tel qu'il est aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est un espace Schengen qui soit réellement régulé par l'Union européenne et pas ce qui existe aujourd'hui. Bon. Alors, les centres d'accueil, justement, on aimerait qu'ils soient gérés par l'Union européenne, par une sorte de politique d'asile commune. Bon. Et voilà. Enfin, on va en parler avec vous, François Yvignon. À vos côtés aussi également Maxime Duvauchel, bienvenue. Bonjour. 20 ans, c'est ça? 20 ans. Vous êtes le petit jeune de l'émission. C'est ça. C'est très courageux de venir, merci à vous. Vous êtes en première année de droit à Assas, à Paris. Troisième. Troisième année de droit, pardonnez-moi. Je vous ai rajeuni encore plus que prévu. Vous êtes président également de la Cocarde. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, la Cocarde étudiante, c'est un mouvement étudiant relativement jeune que j'ai créé avec des amis.
Tout simplement parce que nous voulions que la voix souverainiste et gaulliste soit portée au sein de l'université. Et donc aujourd'hui, on est un syndicat qui est national. Donc c'est un syndicat étudiant. Syndicat étudiant, ou mouvement étudiant, peu importe. Hein, mais on est présent dans 23 universités en France. Et donc là, on se présente aux élections universitaires qui arrivent au mois de mars. Et l'obédience, allez, on fait un petit peu de politique rapidement, ça va des Républicains jusqu'au Front National. Hein. Alors, on accueille des gens qui viennent des Républicains, de Debout la France, mais également du Front National. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que la majorité de nos adhérents ne sont pas encartés en réalité. Vous êtes l'inverse de Malvina, vous êtes l'anti-Schengen. Hein. Je suis on va dire les choses Schengen, clairement. Oui, je suis opposé à Schengen, tout à fait. C'est-à-dire que vous souhaitez, vous... Moi, je souhaite le rétablissement des frontières, tout à fait. Oui. Très bien, c'est très clair. Nous avons deux avis diamétralement opposés et au milieu, notre cher Laurent Bigorre. Laurent, un défi politique, est-ce qu'il est, cette migration massive, hors de notre portée? Oui, un défi, on verra, politique, social, économique. Ça a été dit dans la première partie, mais on est face à une vague, une crise migratoire qui est la première grande crise du XXIe siècle. Ceux qui ont eu à vivre dans les années 80-90 la guerre en Yougoslavie, dans les Balkans, savent que déjà à l'époque, notamment vers l'Allemagne, il y avait eu un certain nombre de migrations. Les plus vieux d'entre nous se rappelleront qu'en 62, la France elle-même a connu une vague migratoire après les accords d'Évian, avec au total 1 million de Français, mais aussi pas seulement des pieds noirs, des harkis revenus sur le sol national. Il a bien fallu s'organiser. Un certain nombre de grands ensembles sur le territoire français sont nés de cette époque. On a beaucoup parlé du logement tout à l'heure. Et on sait que quand on se projette, c'est un peu refusé la projection. Vous nous avez toujours dit qu'il faut être dans l'ici, le maintenant et dans l'urgence. Mais quand on se projette, que ce soit la Commission européenne ou Frontex, on nous dit qu'au fond, cette crise qui s'est ouverte en Syrie, en Irak, pourrait déboucher jusqu'à 3 millions de migrants arrivant en Europe. Et j'ai envie de vous poser une première question toute simple. Il y a des élections qui arrivent en France en 2017, des élections qui arrivent en Allemagne en 2017, la même année. Comment est-ce qu'on prépare les opinions? Comment est-ce qu'on fait la pédagogie de ce qui est en train de se passer? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, des associations, des ONG, la société civile, d'une certaine façon, on a vu le rôle en Allemagne, se prennent en main pour essayer de raconter, de replacer dans un contexte, d'aider aussi les futurs électeurs à se forger une idée? Alors, probablement par rapport aux échéances de 2017, il est encore temps, je dirais, d'avoir de la pédagogie sur les personnes que l'on voit arriver, qui sont pour la plupart des nationalités qu'on connaît somme toute assez peu sur le territoire français, bien que somme toute assez peu s'installent et souhaitent s'installer sur le territoire français. Donc il y a toute une pédagogie qui doit s'appuyer sur... Elle est faite ou pas en ce moment? Elle n'est pas faite. Le gouvernement l'a fait, elle n'est pas faite en ce moment. On reste, encore une fois, des événements crispants, violents, et pas une image qui pourrait se transformer en qu'est-ce qu'un apport social, culturel, économique de personnes qui migrent. Est-ce que c'est le rôle des ONG de faire de la pédagogie? C'est le rôle des ONG de faire de la pédagogie. Nous, on a des délégations régionales et on passe énormément de temps à leur dire, écoutez, vous allez sur le terrain, vous êtes dans des centres de soins, mais vous allez au plus près de la population. Et là, on est en train de faire aussi ce travail pédagogique. Il y a un vide politique, donc on essaie de le combler quelque part, notamment sur ces discours-là. Vide, j'entends, en termes de décision et d'ambition politique. Et du coup, on trouve, et avec les acteurs de la société civile qui se joignent à nous, on travaille dans des plateformes de citoyennes, qu'il y a un vrai message à faire. Il y a un curseur à bouger là. Et vraiment, il est urgent de le faire. Je voudrais donner juste pour nos téléspectateurs un ordre de grandeur quand on parle de pédagogie. On sait en gros qu'en 2014, il y a 1 migrant pour 1000 Français qui est arrivé. Il y a 1,2 migrants, pardon de me couper comme ça, pour 1000 Européens. En Suède, 8,4 demandeurs d'asile. Donc imaginons pour 1000. Des flux multipliés par 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on est prêt à ça? Je pense que la réponse, elle sera globale. Donc on revient sur le fait que les gens n'ont pas envie de migrer. Je veux dire, ils migrent pour des bonnes raisons, des raisons de conflit, d'extrême pauvreté. C'est une question de survie pour ces personnes. Donc la solution est globale dans le sens que quelle va être la réponse européenne à construire, parce qu'elle n'est pas encore construite, ou elle n'est pas construite de façon adéquate, et quelle est la réponse locale ou régionale, on va dire. Et cette réponse régionale, elle est en train de s'élaborer aussi lentement, difficilement. Sur la pédagogie, j'aimerais entendre Maxime Duvauchel. Moi, j'ai une question très simple à vous poser. Vous parlez de pédagogie, justement, mais aujourd'hui, en France, on a 3,9 millions de mal logés. On a 800 000 personnes sans domicile. On a 100 000 personnes qui dorment dans la rue ou dans des caves. Comment on fait pour expliquer aux Français
qu'on doit débloquer de l'argent d'abord pour les migrants, et alors qu'on ne règle pas forcément les situations intérieures avant, en termes de pédagogie. Alors, c'est l'ordre des priorités. Hein. Je ne pense pas qu'il faille faire... les migrants sont traités pour le faible nombre dont on parle, hein, parce que vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas reprendre une rhétorique qui est on est envahi de migrants en France. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas la route. Bah, donc ça, c'est un premier point. Ce point. n'était pas mon propos. Oui, mais ce n'est pas votre propos, mais vous mettez ça en face de 3,9 millions de mal logés. Donc, 529 millions d'euros débloqués pour les migrants. La réponse, elle sera certainement globale. Ce sont des gens qui, pour certains, ont eu affaire à des conditions de vie et de survie compliquées. Donc, moi, ça me convient aussi le fait que le gouvernement français propose, je ne pense pas prioriser, c'est pas vraiment le terme, mais du moins d'accueillir de façon digne ces personnes qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles et précaires. Après, c'est une réponse globale, bien évidemment, et je vais vous répondre de la place de Médecins du Monde qui est la même. Nous, on reçoit de la même façon, on ne discrimine personne, on ne trie personne. On ne trie absolument personne. Les droits de la personne, ils sont sur le territoire français et certains d'entre eux, réfugiés, ont le droit de l'exercer. Donc on s'attelle avec eux à les informer sur leurs droits et à les faire rester dans les conditions les meilleures sur le territoire français. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, vous ne triez personne, d'accord. Mais on a un droit d'asile. Quand on soigne et qu'on laisse les gens témoigner, on ne trie pas. Je suis d'accord, mais il y a une autre problématique. C'est que sur les demandeurs d'asile, il y a seulement 1% des déboutés du droit d'asile, donc qui ne sont pas dans des situations précaires, qui ne sont pas en difficulté, qui ne craignent pas pour leur vie dans leur pays d'accueil. Il y a seulement 1%, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2015, qui font l'objet d'un éloignement effectif du territoire. Comment on fait ? Moi, je ne suis pas en charge de reconduire à la frontière les déboutés du droit d'asile. Je veux dire, s'ils trouvent accueil sur le territoire français et qu'ils réessayent au bout d'un moment de leur demande, qu'ils réitèrent leur demande d'asile, pourquoi pas ? Juste avant de vous donner la parole, Malvina, comment est-ce que vous réagissez aux réflexions de Maxime ? Moi, j'ai envie de dire à Maxime que la France, comme n'importe quel État européen, a signé les accords de Genève qui doivent... à travers les accords de Genève, ils doivent porter assistance aux réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent accueillir tout le monde. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais il faut étudier la demande. Mais là, je n'ai pas dit le contraire. Je dis juste qu'il y a des déboutés du droit d'asile et seulement 1% des déboutés font l'objet d'un éloignement effectif du territoire. Est-ce normal ? Vous avez des avis diamétralement opposés. On va poursuivre avec vous, Laurent Bigorgne, sur le coût économique. Hein. Est-ce que c'est quelque chose d'insupportable ou alors est-ce qu'on peut parler d'opportunité ? Il y a beaucoup plus, premièrement, de travail intellectuel sur cette question en Allemagne qu'en France. Oui, c'est une question qui est posée éminemment en Allemagne. Hein. Évidente. Donc il y a plusieurs instituts allemands. Je prends celui de Cologne, qui a publié le 1er février 2016 une étude montrant que le coût, au fond, de la migration en Allemagne, telle qu'elle est exceptionnelle en ce moment, coûterait 50 milliards d'euros en 2016 et en 2017. Donc 50 milliards d'euros sur les 2 années, ça représente à peu près 2 points du PIB de la richesse nationale allemande, ce qui est à la fois un coût important, mais soutenable. On a d'autres études qui disent entre 52 et 63 milliards. On parle d'un coût par personne, pour revenir à des normes qu'on connaît, de 12 000 euros par an par réfugié, pour le logement, la nourriture, les frais de bien-être, et de 3 300 euros, donc un total de 15 000 euros par an par réfugié, pour les cours de langue, dont on a soutenu l'importance tout à l'heure, et l'intégration. Rappelons que la richesse nationale à l'échelle d'un Allemand est de 34 000 euros. Je donne ces chiffres parce qu'ils montrent aussi l'ampleur, malgré tout, de l'effort à accomplir. Mais cependant, ne négligeons pas d'autres études. Il y en a une toute récente du FMI qui nous explique qu'en 2017, l'arrivée des migrants va créer aussi un surcroît de richesse dans ces pays. Il y aura plus de consommation, il y aura plus de production. On nous explique par exemple qu'en Suède, c'est 0,4 points de PIB. Qu'en Allemagne, ça peut monter même un peu au-delà. Qu'en Autriche, on va être à 0,5 points de PIB. Et donc effectivement, je propose qu'on regarde la migration des deux côtés, à la fois comme un coût, mais aussi comme une forme d'investissement dans une population particulièrement en Allemagne. Ce n'est pas le cas de la France, donc il faudrait nuancer l'idée, mais qui a besoin de jeunes et qui a besoin de bras. Il vous fait plaisir, il me fait Laurent Bigorgne, immensément plaisir. Ouais. J'ai lu partiellement l'étude que vous mentionnez. C'est vrai qu'il faut s'attacher, surtout maintenant, je pense, à anticiper, puisque l'apport économique et social de ces personnes. C'est quasiment une urgence, parce que on est toujours sur, encore une fois, une rhétorique de crispation et de dénonciation et de stigmatisation. Ce sont
encore une fois, on a commencé le débat comme ça, ce sont des êtres humains et donc ils ont envie de s'intégrer dans ce tissu économique en particulier. Ça, c'est sûr que il faut qu'ils puissent répondre aux besoins de leur famille et donc Maxime, vous découvrez ces chiffres, ces données, cette analyse économique. Est-ce que pour moi, ça me gêne parce que ce sont des abstractions numériques. On raisonne comme le capital. Et moi, Comme quoi, pardon? Comme le capital, tout simplement. C'est comme disait Marx, c'est que l'immigration est l'arme de réserve du capital. On est assez loin de Marx. Non, mais je sais. monétaire international, bien sûr, oui, très marxiste. Je suis pas marxiste, mais pourtant, je trouve que cette citation est très vraie. C'est-à-dire que moi, ce dont j'ai peur, c'est que ces gens-là, ces migrants, soient exploités. C'est-à-dire qu'ils soient exploités par les grandes entreprises à des salaires plus bas que les populations locales où ils se trouvent, tout simplement, et que ce soit une exploitation quelque part de la misère. Il y a des salaires minimums en France, et d'ailleurs on vient d'en introduire un en Allemagne. Quand ils n'ont pas la nationalité française, comment ils font aussi? Il y a des salaires minimums. Vous parlez des grandes entreprises, mais que ce soit les petites ou les moyennes, il y a un prix du travail en deçà duquel on ne peut pas descendre, qui est fixé par la loi. François Civignon, nouveau prolétariat ou pas? Non, mais ce qui est intéressant, c'est juste pour rebondir sur l'apport économique, c'est que tous les secteurs, tous les acteurs qui s'intéressent à ces questions migratoires sont en train de réfléchir précisément à ces questions-là. Et là, il y a en particulier un travail important qui s'est élaboré entre l'Agence française de développement et la Banque mondiale qui dit comment on va pouvoir conserver les personnes qui ont migré dans les pays frontaliers, le Liban, la Jordanie et la Turquie, en leur fournissant des emplois. Comment les intégrer dans un tissu aussi difficile que ce soit pour l'instant. En l'instant, on est vraiment sur de l'anticipation et là de la prospective à quelques années. Comment on peut répondre à ces besoins-là? Oui. Laurent Bigorgne, est-ce que l'ubérisation de la société, pardon pour le cliché, mais avec la simplification des droits sociaux, pour ne pas dire l'abaissement parfois, est-ce qu'au fond, cet apport migratoire correspond à cette ère du temps en matière économique et sociale? L'apport migratoire, on l'a bien vu, elle a une origine d'abord et avant tout politique. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Géopolitique. Il y a un point que Maxime a soulevé et qui est important, c'est qu'effectivement, l'arrivée de travailleurs dans des marchés du travail, soit en tension comme en Allemagne, soit malheureusement dysfonctionnant comme en France, va avoir un impact sur le fonctionnement du marché du travail. C'est une population nombreuse, généralement sans doute moins qualifiée que la moyenne de la population. Donc, effectivement, il peut y avoir des tensions, mais ces tensions, elles peuvent aussi porter sur quelques années des dynamiques économiques assez intéressantes. Moi, j'aimerais revenir sur un point politique. Rappelons-nous qu'un Premier ministre, au début des années 90, avait expliqué que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. C'était Michel Rocard. Et d'une certaine façon, son moins d'un successeur, peut-être même idéologiquement, Manuel Valls à Munich, pas plus tard que le samedi 13 février, a fait une petite déclaration. Je suis venu faire passer un message d'efficacité et de fermeté. C'est cocasse qu'un Français aille dire aux Allemands qu'il venait faire passer un message d'efficacité et de fermeté. L'Europe ne peut accueillir davantage de réfugiés. Et la question que j'ai envie qu'on se pose et que je vous adresse, c'est que vous citiez tout à l'heure Marine Le Pen, dont on comprend qu'elle est, je m'en prie un mot savon, ontologiquement contre la migration, vous l'avez cité. S'agissant d'un Premier ministre, est-ce que vous pensez que quand il dit qu'on ne pourrait pas, on ne peut pas accueillir davantage de réfugiés, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment ? Je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment. En tout cas, je ne suis mettre un peu sur le non. Ce qui est incohérent, c'est dans la succession des annonces, en fait. Parce que quelque part, il y a eu cet accord franco-allemand sur la relocalisation de 160 000 personnes. On n'y est pas. Donc, ce qui me fâche vraiment, c'est que ces annonces successives font qu'on est dans un discours politique. 160 000 personnes, c'était 7-8%. On est d'accord. Des gens qui sont arrivés en Allemagne. Et je veux dire, au moins ça, la France devait prendre sa part de ces réfugiés, mais on est toujours sur finalement, on est dans un discours politique, qui se crispe et qui recule. Et qu'on n'est pas sur quelque chose d'ambitieux, encore une fois. J'aurais préféré qu'ils nous présentent un plan ambitieux et qu'ils mettent les acteurs européens autour de la table et qu'ils disent « Ok, dans 6 mois, il y aura tant de personnes sur le territoire européen. En fonction des capacités d'accueil des pays et des désirs des personnes, on les met dans tel et tel pays. » Malvina, le regard des jeunes Européens sur ces questions économiques liées au phénomène migratoire? Sur les questions économiques, je pense que nous, on est d'accord que les réfugiés peuvent avoir un avantage parce que la grande peur des Français aujourd'hui, c'est qui va financer nos retraites,
Et je pense que justement, les réfugiés seront présents, ils sont jeunes, ils ont envie de travailler et ils seront peut-être présents pour financer nos retraites plus tard. Ah, donc c'est une visée pragmatique au fond du problème. On rajeunirait ainsi les populations européennes, la France, l'Allemagne, c'est ça votre idée? Oui. Pour payer les retraites plus tard. Entre autres. Non, c'est une idée comme une autre, mais oui, entre autres. Laurent Bigon, ça vous convainc ça? Je pense qu'on devrait pousser le débat économique un peu plus loin, mais je pense que dans les réponses à apporter, il faut qu'on essaye d'être très concret pour nos téléspectateurs. On a parlé tout à l'heure au fond de la situation de l'intégration sur le marché du travail, parce que c'est bien ça dont il s'agit. L'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est basée à Paris, qui est une organisation internationale, vient de produire un rapport en janvier 2016, essayant de fixer un peu les conditions s'agissant de populations qui n'arrivent généralement pas avec leur diplôme de là où elles viennent, pas nécessairement le temps de l'emporter, qui n'arrivent pas non plus avec la reconstitution de leur carrière professionnelle. Donc il y a là des enjeux assez forts, c'est de savoir quelles sont leurs compétences. Donc l'OCDE nous dit qu'au fond, il faut agir très très vite en donnant accès aux réfugiés à des cours de langue. Il faut agir très très vite en leur donnant accès à des programmes pour l'emploi. Il faut leur donner accès très très vite à des services d'intégration. Et plus tôt les migrants intègrent le marché du travail, meilleures sont leurs perspectives d'intégration à long terme. Et l'OCDE, d'ailleurs, c'est intéressant, recommande aux États européens de supprimer tout ce qui fait un peu friction, notamment du point de vue juridique. Moi, je reviens à la question que soulevait Maxime tout à l'heure. On va avoir un afflux de gens qui sont très faiblement qualifiés. Est-ce que justement, à un moment ou à un autre, il ne faudra pas se poser la question, pour ces personnes et pour leur faciliter l'accès à des emplois très peu qualifiés, de toucher par exemple au salaire minimum en France? Est-ce que le salaire minimum est au bon niveau ou pas? C'est déjà une question qu'on se pose, vu le taux de chômage qui est le nôtre. Est-ce que cette question ne risque pas de se poser à un moment ou à un autre? On en revient, François Siffignon, à ce qui a été dit tout à l'heure dans la première partie, sur l'aspect un peu tsunami migratoire auquel seraient confrontés les pays d'Europe. Juste pour en revenir à l'emploi et les questions d'intégration, il y aura des efforts considérables à faire. C'est sûr qu'il y a des efforts considérables dans le domaine de l'intégration et de l'acceptation de l'autre, du changement d'image de l'autre. Ça, c'est sûr qu'il y aura des efforts à faire. On est dans une situation quelque peu nouvelle, c'est sûr. Enfin, moi, je n'ai pas vécu de période équivalente. Après, je pense qu'il y a du collectif là-dedans. C'est-à-dire que tous les secteurs devraient se mettre à réfléchir aussi quels sont les métiers de demain pour ces personnes jeunes qui sont probablement plus outillées que quelqu'un de mon âge sur les outils. Qui doit faire les efforts? Mais je pense que c'est collectif. Le marché du travail, alors c'est vrai que le domaine économique n'est pas vraiment le mien, mais je pense qu'il y a des emplois à venir qui pourraient aussi être occupés par ces personnes-là, parce que ce sont des personnes jeunes, majoritairement, qui seront donc ouverts à tous ces métiers de demain dont on parle. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité de cette population jeune, précisément, pour proposer ces métiers-là, de la formation, mais en même temps que les nationaux. Moi, j'ai pas Pour rebondir sur ce que vous dites, du côté des migrants, quels efforts doivent-ils produire de leur côté pour aller vers ce que vous dites? De leur côté, l'apprentissage de la langue est absolument clé. Moi, on a d'ailleurs, même au sein de Médecins du Monde, j'étais dans un de nos centres de soins à Bordeaux où on a des cours de langue, en fait, qui sont intégrés dans notre centre de soins. Donc l'intégration, enfin la langue est évidemment un élément essentiel d'intégration. Maxime Piaf. Moi, j'ai une question, justement. Vous venez de soulever la question de l'intégration. Comment on intègre toutes ces personnes-là? Ils ne parlent pas notre langue, ils ont une culture différente. Sachant qu'on voit que l'assimilation est en panne en France. Enfin, on n'utilise plus du tout le modèle de l'assimilation. L'Union européenne nous impose l'intégration. C'est un Conseil européen justice et affaires intérieures de 2004 qui l'a décidé. Donc comment on fait? Votre solution, comment on fait pour intégrer autant de personnes? Vous voyez, c'est un sujet qui d'inquiétude. C'est un sujet d'inquiétude. Je veux dire, où il y a de l'ambition politique derrière, de véritablement intégrer ces personnes, et nous, évidemment, on est très en faveur de ça, où elle n'est pas là. Et ça posera un vrai problème. Parce que, je veux dire, où l'ambition politique est là, et on met les moyens humains, financiers et tout ce qui va avec pour intégrer véritablement ces personnes, et on peut aller à Calais de nouveau. Je veux dire, tout ça, on en revient toujours au même souci. Où on ne le met pas. Et là, vous préconisez assimilation? Non, mais moi, je ne suis pas en charge de mettre... Où est-ce que vous situez l'ambition? C'est ça la question. Oui, l'ambition, elle est au niveau... C'est la France de faire des efforts ou c'est en fonction des pays d'accueil, de faire des efforts adaptés aux populations qui seront sur leur territoire. Et vous ne pensez pas que justement... Et en fonction de leur capacité d'accueil. Vous savez très bien que l'Allemagne n'a pas lancé
au hasard ce chiffre de 1 million de personnes. Je veux dire, il est clair que ça, c'est certainement une décision politique forte et assumée de dire notre pays a les moyens de recevoir ces personnes. Maxime, Laurent Bigorne, c'est un défi, hein, pour rebondir sur la question de Maxime, pour l'Europe. On est face à un défi pour l'Europe, c'est pas seulement un défi pour la France, c'est pas seulement un défi pour l'Allemagne. J'aimerais redire en fin d'émission quelque chose de très important, parce qu'on a ouvert cette partie sur la question du contrôle aux frontières. De la même façon qu'on fait une analyse économique de la migration, on peut aussi faire une analyse économique de la fermeture des frontières. Il y a des économistes très sérieux, France Stratégie vient de produire un rapport, qui montre ce que coûterait la fin de Schengen. Schengen, c'est moins de touristes. Schengen, c'est moins de mobilité aux frontières pour notamment les travailleurs frontaliers. Ça a l'air de quelque chose d'anodin, mais vous savez qu'il y a un pont entre le Danemark et la Suède. On mettait 10 minutes à franchir ce pont avant le rétablissement des contrôles en janvier 2016 par la Suède. On met maintenant 45 minutes. Vous voyez bien que l'heure et demie que vont passer maintenant les frontaliers danois et suédois, elle a un coût. Elle a un coût social, elle a un coût économique. Donc il faut aussi qu'on ait en tête que quand on lance un slogan politique et le contrôle aux frontières, on crée aussi de la friction économique, on se prive de points de croissance, on crée du chômage et on se prive d'opportunités sur le marché du travail. François Sivignon, oui. Là-dessus, vous êtes forcément d'accord, j'imagine. Oui, on voit bien comment ça peut geler aussi, enfin geler, le terme est peut-être fort, mais en tout cas mettre comme ça en crispation l'économie, parce que, et ça se comprend fort bien, même pour des non-économistes, je dirais. Et vous êtes d'accord qu'il y a des points d'équilibre à trouver aujourd'hui avec ce phénomène qui inquiète? Mais bien sûr, il y a des efforts considérables. Moi, j'aimerais que ce ne soit pas que des efforts en même temps. Moi, je crois profondément que, si on parle de la population française, et vous l'avez mentionné à travers les sondages, les personnes sont prêtes à accueillir, écouter, ils ont cette solidarité fortement ancrée, j'espère, en eux, et ils le manifestent d'une façon ou d'une autre. Et je pense que les jeunes, je me tourne vers vous, ont un rôle absolument clé là-dedans, parce qu'on est dans des tranches d'âge. Moi, j'étais et à Calais et à Lesbos. On voit des gens extrêmement jeunes arriver. Je pense que la jeunesse européenne a fort à faire avec ça. Maxime, vous êtes convaincu rapidement? Il reste très peu de temps. Convaincu. De toute façon, la seule population à avoir été consultée démocratiquement, c'est la Suisse. On connaît le résultat. Est-ce qu'on a consulté démocratiquement le peuple français? Non, pas encore. Donc, est-ce qu'on peut se prononcer sur les Français, etc., sont prêts à accueillir à bras ouverts? Je ne sais pas. Il faudrait déjà consulter le peuple français. Et vous, Malvina, vous reconnaissez en quelques mots qu'il reste quand même des efforts à faire? Oui, tout à fait. Le problème aujourd'hui, c'est que l'essentiel des pays européens réagit différemment. Donc, et de manière désorganisée. C'est bien. Merci à tous les trois, Laurent Bigorgne, Malvina Hamoun et Maxime Duvauchel. Allez, c'est le mot de la fin avec vous, François Sivignon. C'est la tradition. Le coup de cœur de l'invité, quel est-il? Le coup de cœur de l'invité, c'est un livre vous l'avez préparé, hein? Oui. Oui. C'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps, qui s'appelle « En finir avec Eddie Bellegueule », qui a été écrit par un jeune écrivain normalien, je crois, qui s'appelle Édouard Louis. Comment vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre? J'ai bien aimé l'écriture, en fait, qui est, je trouve, à la fois souple et précise. J'ai aimé le portrait qu'il fait de cette zone rurale, en fait, qui est la Picardie, que je connais pour des raisons familiales. Et je trouve qu'on décrit bien la façon dont on peut stigmatiser une personne, la réponse qu'il a. Et voilà, c'est tout ce flot qui m'a plu. Merci à vous, Françoise Sivignon, d'avoir été la première invitée de cette nouvelle émission sur Public Sénat, Génération d'idées. Merci.